Imaginez que vous êtes de service et que vous aidez une enfant qui semble blessée quand elle chuchote quelque chose qui change tout. Il va encore me faire du mal. Que diriez-vous? Claire Sullivan, une infirmière pédiatrique dévouée, fait face à un tournant lorsque son courage et ses instincts sont mis à l'épreuve. Pour sauver une vie, elle doit agir rapidement sans éveiller les soupçons. Mais le risque est plus grand qu'il n'y paraît au départ, et elle découvre quelque chose qui va vous sidérer. N'hésitez pas à laisser un message, à aimer la chaîne et à vous abonner. Que feriez-vous si vous étiez Claire? J'étais au milieu d'un autre long service aux urgences pédiatriques. La nuit semblait interminable. Parfois, j'ai l'impression que c'est mon premier jour, même si je fais ce métier depuis des années. Les urgences sont toujours en mouvement. Cela peut commencer par des choses simples, comme des enfants ayant des rhumes ou des fièvres, et en quelques minutes, vous êtes confronté à quelque chose qui remet en question tout ce que vous pensez savoir. C'était un mercredi comme les autres. L'hôpital était occupé, et j'avais déjà aidé plus de 10 enfants. Vous savez, ceux qui arrivent avec des mamans inquiètes et qui repartent après un simple traitement? D'autres, qui étaient plus sérieux, nécessitaient plus de soins, comme une fièvre qui ne disparaissait pas ou un diagnostic d'asthme. J'aimais cette partie de mon travail, m'occuper d'eux et voir leurs yeux s'illuminer. J'avais une raison de le faire. Je savais déjà comment se déroulerait ce type de service. Bien que je sache que le calme ne reste jamais, quelque chose semblait étrange ce jour-là, même si je n'étais pas sûr de ce que c'était. Quelque chose me faisait mal à la poitrine, comme si j'attendais que quelque chose de grand arrive. Mon esprit tournait à vive allure, mais mon corps faisait ce qu'il fait habituellement. Je regardais les dossiers, surveillais les signes vitaux et notais rapidement des informations dans le système. Les autres au travail m'ont toujours félicité pour ma concentration et ma capacité à ne jamais laisser passer quoi que ce soit. Mais ce soir-là, je sentais mes mains se mouvoir plus lentement et mes actions devenir plus automatiques. J'étais peut-être fatigué ou c'était le fait que j'avais travaillé 2 jours d'affilée dans 2 services différents à cause d'un manque de personnel. Ou peut-être que c'était juste mon instinct qui se préparait à ce qui allait arriver. Je pense parfois à la raison pour laquelle j'ai choisi ce métier. Mon rêve d'enfance n'était pas de devenir infirmière, comme certains rêves que l'on a depuis tout jeune. C'était presque par erreur que j'avais fait ce choix, la vie m'avait poussé dans des directions que je n'avais pas prévues. Ma famille était de classe moyenne, et nous n'avions pas de grands objectifs ou de difficultés pendant mon enfance. La personne la plus intelligente de la famille a toujours été mon petit frère Ethan. Personne d'autre ne pouvait jouer du piano comme lui, et il avait un talent particulier pour l'art qui le faisait ressortir. J'étais celle qui avait pris la voie la plus sûre. Mais quand Ethan est tombé très malade, tout a changé. J'avais 18 ans à l'époque, et c'était la première fois que je ressentais que je n'avais aucun contrôle sur quoi que ce soit. Les semaines passées à l'hôpital, à voir à quel point les médecins et les infirmières prenaient soin de lui, ont éveillé quelque chose en moi. J'ai décidé de devenir comme quelqu'un qui peut aider une personne lorsque son monde s'effondre. C'est ainsi que j'ai commencé à apprendre à être infirmière, et maintenant, des années plus tard, je travaille chaque jour aux urgences pédiatriques, où je fais face à des situations difficiles. J'avais été formé et avais travaillé dur pendant des années, mais rien n'aurait pu me préparer à l'impuissance que j'allais bientôt ressentir. Chaque service était différent, mais j'étais fier de toujours garder le contrôle et de ne jamais laisser la peur ou le doute prendre le dessus. Quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas ignorer le stress dans l'air ce soir-là. Quelqu'un ou quelque chose d'assez important pour me faire remettre en question mes choix et mes compétences semblait être sur le point d'arriver. Je me souviens d'être en plein milieu d'une tâche normale quand je regardais l'heure et vis qu'il était presque minuit. Lorsque le service touche à sa fin, l'hôpital est très calme. Les chambres sont vides, et les sons des machines et des moniteurs sont plus clairs. Il y avait un peu moins de bruit dans la salle d'attente, ce qui me donna un moment de réflexion avant le prochain appel. Alors que je rassemblais quelques papiers dans la salle d'examen, j'entendis le son de pas rapides résonnant dans le couloir. Je ne pouvais pas dire tout de suite qui c'était, mais je pouvais sentir qu'il y avait un changement dans l'air, c'était comme si tout le monde à l'hôpital retenait son souffle. Je sentais que quelque chose était sur le point de m'arriver. Je levai les yeux et vis une personne debout au bureau d'accueil avec un enfant à ses côtés. La porte était à peine entr'ouverte. L'homme était très grand, et il avait un air très sérieux pour quelqu'un qui venait d'amener un enfant aux urgences. Je ressentis un frisson le long de ma colonne vertébrale à ce moment-là. Cette inquiétude qui n'avait pas eu de sens auparavant en avait soudain. Elle m'avait tracassé toute la nuit. J'avais le sentiment que le cas de cet enfant ne serait pas juste un dossier à remplir ou un médicament à prescrire. Ce n'était ni un rhume ni une grippe.
Il y avait quelque chose de bien plus grave. J'essayais de rester détendu en prenant une grande respiration. Je ne pouvais pas montrer que j'étais perturbé. Après tout, c'était mon travail de rester calme, peu importe la situation, peu importe à quel point les choses étaient effrayantes. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de cet enfant qui me fit hésiter un instant. C'était un mélange de peur et de fatigue que je ne pouvais pas ignorer. Je me dirigeais vers le bureau d'accueil avec mon stéthoscope à la main. Il semblait que l'enfant était très faible à cause de la façon dont l'homme la tenait. On aurait dit qu'il était impatient et désireux de terminer cela au plus vite. Dès que je m'approchais, il me dit que la fille s'était blessée à la maison en tombant. Je n'ai pas posé de questions, j'ai simplement hoché la tête. Mais quelque chose dans son ton m'angoissait profondément. J'essayais de paraître aussi normal que possible en lui disant de l'amener dans la salle d'examen et dit « Je m'appelle Claire. Je vais m'occuper d'elle maintenant. » Quelque chose changea à ce moment-là. Même si je ne savais pas encore ce que c'était, j'avais un sentiment grandissant que j'étais sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand que je ne l'avais pensé. Quelque chose en moi s'est arrêté de bouger lorsque j'ai vu Émilie pour la première fois. Elle était si petite et si faible. Bien qu'elle ait l'air encore plus jeune que 7 ans, elle était recroquevillée comme si elle voulait se cacher. La première chose qui a attiré mon attention, ce furent ses grands yeux effrayés fixés sur le sol. Ce n'était pas le regard d'un enfant qui venait de tomber en jouant. Ce regard révélait quelqu'un qui portait un fardeau qui ne devrait pas incomber à un enfant. L'homme à ses côtés, qui s'appelait David, parla rapidement. Il lui dit que c'était un accident, qu'elle était tombée dans les escaliers chez elle, et qu'il voulait s'assurer qu'il n'y avait rien de grave en l'amenant ici. Ce que ses yeux me disaient racontait une histoire différente, même s'il parlait et se déplaçait lentement. Il tenait son bras d'une manière qui la faisait se sentir comme s'il essayait de lui transmettre quelque chose sans rien dire. À ce moment-là, je sentais mon estomac se retourner. D'accord, j'ai juste besoin de vérifier quelque chose. Je me suis agenouillé à côté d'Émilie et j'ai essayé de la regarder dans les yeux. Je te promets que ce sera rapide. Elle ne répondit pas. Pas un son. Elle hocha simplement la tête et détournait le regard des miens. Cela me fit mal au cœur. D'habitude, les enfants sont très ouverts et honnêtes. Ils pleurent quand ils ont peur. Ils diront qu'ils ont mal s'ils en ont. Émilie n'était pas comme ça. Elle semblait coincée à l'intérieur d'elle-même à cause d'une peur intense qui ne la lâchait pas. David a été prié d'attendre dehors pendant que je l'emmenais dans l'une des salles d'examen. Il hésita une seconde, regardant autour de la pièce comme s'il cherchait une raison de rester. Mais je tenais fermement ma position. J'ai besoin d'un moment seul avec elle, c'est la bonne chose à faire. Juste un instant. Il finit par partir, mais je pouvais voir que ses épaules étaient tendues. Il ne se passait rien de simple ici. Je pouvais essayer de comprendre ce qui se passait maintenant qu'Émilie et moi étions seuls. Je lui parlais de la voix la plus douce que je pouvais, tout en fermant la porte. « Émilie, je vais maintenant t'examiner, d'accord ?» Je tentais d'être aussi amical que possible. Elle n'a même pas levé la tête, elle a juste hoché la tête encore. C'était un gros problème. Même si je ne savais pas ce que c'était, quelque chose me disait que ce n'était pas juste une erreur. J'ai décidé de prendre un petit risque pendant que je vérifiais ses signes vitaux. Je ne pouvais pas lui mettre trop de pression, car cela la ferait encore plus se renfermer sur elle-même. « Est-ce que cela s'est passé chez toi ?» demandai-je en plaisantant en ajustant le brassard de tensiomètre sur son bras. « Tu t'amusais ?» Elle mordit sa lèvre inférieure et haussait les épaules, mais elle ne dit rien de clair. On pouvait voir qu'elle ne voulait pas ou ne pouvait pas parler à travers ce petit geste qu'elle a fait. Je restai silencieuse pendant le test, car je ne voulais pas montrer à quel point cela me dérangeait. Il y avait de petites ecchymoses sur ses bras et une coupure sur sa lèvre qui était presque guérie. Ces marques me faisaient penser à tout sauf à une chute. Quand je mis enfin mes oreilles sur sa poitrine pour écouter sa respiration, j'entendis un son très doux, difficile à entendre. Au début, je pensais que c'était tout dans ma tête. Je réalisai ensuite qu'elle avait murmuré quelque chose. Je me penchai plus près et demandai « Qu'est-ce que tu as dit, chérie ?» Elle ne savait pas quoi dire, alors elle regarda rapidement la porte, comme si elle voulait s'assurer que personne n'écoutait. Puis elle parla à nouveau, mais cette fois d'une voix si basse que je pouvais à peine l'entendre. « S'il te plaît, aide-moi » L'air autour de ma main devint froid. Je ressentis un frisson le long de ma colonne vertébrale à ce moment-là. Émilie traversait plus que de la douleur physique. Elle me le disait de la seule manière qu'elle connaissait, mais cela concernait quelque chose de bien plus grand. « Aide-moi »
continuait à résonner dans ma tête alors que j'essayais de comprendre ce que cela signifiait. J'étais consciente que je devais faire attention. L'homme, dont le nom était David, était dehors. Je devais m'assurer qu'Émilie était en sécurité avant de pouvoir sortir et appeler la police. Quand j'étais effrayé, je pris une profonde inspiration et essayai de rester calme. Si je montrais le moindre signe de stress, les choses pourraient empirer. « Émilie, c'est bon », dis-je en chuchotant. « Je suis là. Ça va ?» Elle ne dit rien, mais ses yeux rencontrèrent enfin les miens. Ce que je vis la confirma ce que je pensais déjà. Cet enfant avait vraiment peur. Mais je devais être prudente dans mes actions. Je fis de mon mieux pour continuer l'examen normalement afin de ne pas éveiller les soupçons de David, au cas où il surveillerait. Je reviens tout de suite après avoir jeté un rapide coup d'œil, d'accord ? J'essayais de garder un ton détendu en quittant la pièce un instant. Tu m'as entendu ? Je n'étais pas sûr de ce que je devais faire ensuite, mais je savais que ce qui se passait nécessitait plus que ce que je pouvais donner à ce moment-là. Je demandai à une de mes collègues d'appeler la police à voix basse au bureau d'accueil. Je lui dis que nous étions en danger et avions besoin d'aide immédiatement, mais je ne voulais pas faire de scène. Quand je retournai dans la pièce, j'essayais de rester calme. Je ne pouvais pas laisser Émilie voir à quel point je pensais que les choses étaient graves. Quand je me suis assise à côté d'elle, je touchai sa main un instant pour essayer de la réconforter. Je me disais, la police est en route. Maintenant, je dois juste gagner du temps. J'étais sûr de ne pas pouvoir revenir sur ce que j'avais commencé. Je pouvais sentir l'air devenir plus lourd en regardant les ecchymoses sur le bras d'Émilie. Il semblait que l'air n'était plus aussi fluide, et il était difficile de respirer. J'essayais de garder mon calme et de me concentrer sur l'examen, mais chaque nouvelle marque que je voyais sur son petit corps faisait se nouer un peu plus mon estomac. Elle était très silencieuse. La plupart des enfants se plaindraient ou demanderaient au moins ce que je faisais, mais elle restait là, immobile, les lèvres serrées et les yeux fermés. Quand je touchais sa peau, je pouvais sentir quelque chose pleurer à l'intérieur d'elle. Mais il y avait aussi une partie d'elle qui semblait calme, comme si elle savait ce qui allait se passer ensuite. C'était terrible d'entendre ce mélange de peur et de silence. À ce moment-là, je sentis une légère traction sur la manche de ma blouse de laboratoire. Émilie essayait d'attirer mon attention sans faire de bruit, alors je baissai les yeux. Quand elle se pencha vers moi, je ne savais pas quoi faire pendant un instant. Je savais qu'elle voulait dire quelque chose en voyant ses petites lèvres bouger. Je mis mon oreille près de la sienne pour essayer de comprendre, et c'est là que je l'entendis. Il va me faire encore plus de mal. Ces mots étaient si faibles qu'il était difficile de les entendre, mais ils eurent un effet instantané. Mon cœur battait vite, et je pensais pendant une fraction de seconde que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mon esprit était rempli de questions. Lui ? À quoi ressemble-t-il ? Que veut-elle dire par David ? J'essayais de penser à tout cela, mais avant que je ne puisse, je sentis la peur monter en moi. Je devais rester calme. Je ne pouvais pas lui montrer à quel point j'étais effrayé ou choqué. Avec une voix basse pour qu'Émilie seule puisse entendre, j'essayais d'avaler le nœud dans ma gorge. Ma voix était très douce lorsque je demandais « Qui est-il, chérie ? Tu veux dire la personne qui t'a amené ici ?» Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la porte, comme pour voir si quelqu'un écoutait de l'autre côté. Elle avait l'air si effrayée, comme si le moindre bruit plus fort pouvait entraîner quelque chose de mauvais. Il avait fait silence pendant un long moment avant qu'elle n'acquiesce lentement. La preuve me frappa comme un coup de poing. Je savais que ce n'était pas simplement une situation médicale. Tout était beaucoup plus grave. Je devais être très prudente car ce n'était pas une erreur. À ce moment-là, mon objectif principal était de garder Émilie en sécurité sans éveiller les soupçons. David, ou qui qu'il soit, pourrait faire quelque chose d'inattendu s'il avait le moindre soupçon que nous étions méfiantes. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Je murmurai, « Tu as bien fait de venir ici. » J'essayais de garder ma voix calme. « D'accord, je te promets que je vais t'aider. Tu dois rester avec moi, d'accord ? Fais-moi confiance, s'il te plaît. » Elle ne dit rien, mais je pouvais voir la peur dans ses grands yeux. Je pouvais dire qu'elle voulait me croire, mais la douleur était évidente. Cela me brisait le cœur qu'elle ne fasse confiance à personne. Pourtant, je lui serrai doucement la main pour qu'elle se sente un peu plus en sécurité. Je lui dis que je ferais tout pour la protéger et qu'elle n'était plus seule. En gardant mon calme, je reculais un peu et terminais l'examen. Même si mes mains tremblaient un peu, je continuais, essayant de ne pas montrer à quel point j'étais effrayé. Comme s'il s'agissait de n'importe quel autre cas,
Je vérifiai ses autres signes vitaux et examinai à nouveau ses marques. Je fis ensuite les notes nécessaires. À l'intérieur, cependant, je commençais déjà à faire des plans. La police arrivait, donc je devais garder les choses sous contrôle jusqu'à leur arrivée. Je quittai la pièce un moment pour aller chercher plus de fournitures, et quand je revins, je vis David dans le couloir, adossé au mur, l'air impatient. Même s'il regardait son téléphone, je pouvais voir qu'il s'ennuyait à cause de la façon dont il faisait glisser ses pieds sur le sol. Il était conscient que quelque chose n'allait pas. C'était évident pour moi. Lorsque je rentrai dans la pièce, mon seul objectif était de garder Émilie calme et en sécurité jusqu'à ce que de l'aide arrive. Je fermai lentement la porte et me rassis à côté d'elle. « Émilie, ils arrivent » me dis-je. « Tout ira bien. » Je demandai d'une voix plus professionnelle, « As-tu des douleurs en ce moment ?» C'était une façon de garder les apparences au cas où David apparaîtrait de manière inattendue. Elle secoua lentement la tête mais ne dit rien. Mais sa main continuait de trembler un peu, et je savais que la peur était toujours là, présente en permanence. Ce qui m'effrayait plus que n'importe quelle coupure ou échymose sur son corps, c'était cette peur. Même si j'avais aidé des enfants dans des situations difficiles auparavant, l'histoire d'Émilie était la chose la plus effrayante et réelle que quiconque m'ait jamais racontée. Le temps semblait passer lentement, chaque seconde semblait plus longue que la précédente. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je devais aussi être très prudente. Mes pensées tourbillonnaient à 1000 à l'heure alors que j'essayais de comprendre ce que je ferais si David revenait demander ce qui se passait. Je devais maintenir l'illusion que tout allait bien, même si je savais que tout pouvait arriver à tout moment et tout changer. Je reportai mon attention sur Émilie pour lui montrer que je me souciais d'elle. À ce moment-là, la seule chose qui pouvait la réconforter était ma voix, toujours basse et calme. « Je te promets que tout ira bien. » Je priais intérieurement pour que cette promesse se réalise. J'essayais de calmer Émilie en gardant un visage serein, mais j'étais de plus en plus effrayé à l'intérieur. J'étais sûr de ne pas pouvoir lui montrer ce que je ressentais. Chaque seconde semblait passer plus lentement, et la pièce devenait de plus en plus silencieuse. La tension semblait s'accumuler dans l'air, et je devais agir rapidement. Je me levai doucement, essayant de ne pas montrer à quel point j'étais en colère à l'intérieur. Je dis à Émilie que je revenais tout de suite, mais j'essayais de paraître plus heureuse que je ne l'étais réellement. Ajouter à son stress était la dernière chose que je voulais. Je fermai soigneusement la porte derrière moi dès que je sortis de la pièce, mettant quelque chose entre ce qui pourrait se passer ensuite et la vulnérabilité de cet enfant. Mon cœur battait vite alors que je marchais rapidement vers le bureau des infirmières. Il faisait très sombre dans le couloir à cause des lumières électriques, et le bruit de mes chaussures frappant le sol résonnait fortement car il n'y avait personne d'autre autour. Mes pensées tourbillonnaient alors que j'essayais de trouver comment garder Émilie en sécurité. Je devais appeler la police immédiatement. Lorsque j'arrivai au bureau des infirmières, je me dirigeai tout de suite vers le téléphone et appelai mon amie Lucie, qui travaillait au service de police. Mes mains tremblaient un peu en le faisant. Je lui faisais confiance car elle était une excellente travailleuse. J'avais besoin d'elle. Quand le téléphone sonna, j'attendis sa voix familière. « Lucie, c'est Claire » dis-je en essayant de garder ma voix stable. « J'ai besoin de ton aide tout de suite. »« Que s'est-il passé ? Tu vas bien ?» On pouvait sentir l'inquiétude dans sa voix. Je pouvais imaginer son visage, avec son front plissé et ses yeux concentrés. « Je suis aux urgences pédiatriques avec mon enfant. » Je m'arrêtai et pris une profonde inspiration. « Ami est son nom. Je crains pour sa sécurité. Le gars qui l'a amené semble louche. » Lucie entra directement en mode professionnel, et sa voix devint plus sérieuse. « Que sais-tu sur le gars ? Il a dit qu'il s'appelait David, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Émilie m'a dit qu'il allait encore lui faire du mal. Elle ne semble pas s'être blessée par accident, et je pense qu'il se passe quelque chose de bien pire. » Chaque mot que je prononçais ajoutait de la pression dans ma poitrine, et je pouvais sentir à quel point la situation devenait grave. « S'il te plaît, envoie quelqu'un ici. Vite. Une équipe est en route. » Elle me dit de rester calme et de rester avec l'enfant. Sa voix était ferme mais pleine de bienveillance. « S'il revient, ne lui parle pas. »« Oui, Lucie, mais j'ai peur. Que se passe-t-il s'il fait quelque chose avant que l'aide n'arrive ? » Rien que d'y penser faisait battre mon cœur plus vite. Le groupe est en route. Claire, n'abandonne pas. C'est la bonne chose à faire. Bien que l'appel soit terminé, je restais là avec le téléphone à la main pendant un moment pour réfléchir à ce que j'avais dit. Mon sang circulait à toute vitesse avec l'adrénaline,
et la vérité de la situation devenait de plus en plus claire. Ce n'était pas juste un cas médical, la vie de quelqu'un était en danger. Après avoir pris une profonde inspiration, j'essayais de me calmer. Je savais que je devais retourner auprès d'Émilie, mais le temps semblait me jouer des tours. Quand je levai les yeux, je me vis dans la vitre du bureau des infirmières. Ce que je voyais n'était pas juste une infirmière, c'était une femme qui allait faire quelque chose de très différent de tout ce qu'elle avait jamais fait auparavant. J'étais sur le point de devenir une championne pour cette fille, et je devais me battre non seulement pour sa santé, mais aussi pour son corps et son esprit. Je retournais dans la pièce, et à chaque pas, je devenais plus déterminé. Quand j'ouvris la porte, Émilie était toujours assise là, silencieuse. Il y avait trop de silence dans la pièce, et ce qui se passait ressemblait à un mur contre moi. J'essayais de paraître calme en disant « Salut, je suis de retour. Tout va bien ici ?» Quand elle me regarda, je vis un peu de détente sur son visage. Elle attendait quelque chose, peut-être un signe que tout irait bien. Je m'agenouillai pour être à sa hauteur en me rapprochant. « Te souviens-tu que j'ai dit que je t'aiderais ? Je suis là avec toi. La police est en route, et ils s'occuperont de tout, dis-je, essayant de paraître sûr de moi. » Émilie acquiesça simplement et ne dit rien. Le silence était épais, comme si elle s'accrochait à quelque chose qu'il était difficile de lâcher. Ce silence en disait plus que n'importe quel mot. À ce moment-là, je sentis qu'elle avait besoin de plus que de simples promesses. Même si ce n'était qu'une petite chose, elle devait sentir qu'elle avait le contrôle sur quelque chose dans sa vie. Amusons-nous en attendant. Je lui demandai, que dirais-tu si je te montrais comment fonctionne un stéthoscope, pour essayer de détendre l'atmosphère. Il y avait une petite lueur dans ses yeux, mais elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait faire. Elle essayait de détourner son esprit de sa peur, mais celle-ci était toujours là. Peu importait ce qu'elle ferait ensuite, elle hocha simplement la tête. Je sortis le stéthoscope de ma poche et mis les embouts dans ses oreilles. Les yeux d'Émilie s'illuminèrent d'un mélange d'intérêt et d'un rire nerveux. Je mis l'appareil sur sa poitrine et lui dis, « Maintenant, tu peux écouter ton cœur. Vérifie s'il bat aussi vite que le mien. » Elle me donna un sourire timide, et même si tout devenait fou autour de moi, je me sentis calme pendant un moment. Ce n'était qu'un instant de normalité, un moment précieux de connexion qu'il fallait saisir. « Je l'entends, » dit-elle, ses yeux s'illuminant encore plus. C'était rapide. « Oui, » répondis-je, profitant de cette occasion pour lui faire sentir qu'elle avait le contrôle et qu'elle s'amusait. « Tu sais pourquoi ? Parce que tu es forte. Le cœur d'un guerrier bat vite. Même si ce n'était que pour un court instant, je savais que je ferais tout ce que je pouvais pour la faire sentir en sécurité pendant que nous étions ensemble. Je ne savais pas combien de temps nous avions avant que l'aide n'arrive. C'était possible et incertain dans cette pièce, mais j'étais déterminé à ressentir l'espoir au lieu de la peur à cet instant précis. J'essayais de rester calme en retournant dans la chambre d'Émilie. Ce que je trouvais me fit battre le cœur plus vite. David, le gars qui l'avait amené, était dans le hall, les bras croisés et un regard tendu sur le visage. Il scrutait la pièce tout en attendant, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait. Chaque seconde semblait passer si lentement, et l'air dans la pièce était tendu. Je devais m'assurer que la fille soit en sécurité sans attirer l'attention sur moi. « Restez calme, Claire. Restez calme, me dis-je alors que j'essayais de mettre mes pensées en ordre. » Émilie était assise sur le lit, avec le stéthoscope autour du cou. Elle avait un petit sourire sur le visage, mais ses yeux montraient encore de la peur. Je ressentais une pression énorme pour agir, car je savais que tout ce qui se passait pouvait survenir à tout moment. Je demandai, « Alors, comment te sens-tu maintenant ?» J'essayais de garder la conversation légère et amusante, même si mon cœur battait la chamade. Émilie répondit, « Un peu mieux ?» Sa voix était douce mais chargée d'inquiétude. Elle semblait chercher un signe que tout irait bien en me regardant. « C'est super. Que veux-tu faire maintenant ?» insistai-je en regardant les documents médicaux sur la table pour me distraire de mon malaise. Elle demanda d'une voix basse, presque comme si elle avait peur de la réponse, « Peut-on écouter de la musique ?»« Bien sûr. Voici une application de musique sur mon téléphone, dis-je en le sortant de ma poche. Je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un œil à l'horloge alors que je faisais défiler l'écran. Chaque minute semblait passer trop lentement, et mon cœur s'enfonçait un peu plus à chaque instant. Que mijotait David ? Il ne semblait pas être le genre d'homme à attendre. Dès que je pris le téléphone, je mis une douce chanson qui me faisait penser à chez moi. Cela me réconfortait, et j'espérais que cela aiderait à apaiser le stress.
Je vis qu'Émilie commençait à hocher la tête au rythme de la musique. Une partie de moi était terrifiée et inquiète de ce que David pourrait faire en même temps. Il était toujours dans le coin de mon esprit, un avertissement que les choses restaient instables. J'essayais de trouver autre chose à faire pendant que la musique jouait. J'inventais des jeux de devinettes et lui demandais quelle était sa couleur préférée et si elle avait des animaux de compagnie. Ce qu'elle disait me redonnait espoir, comme une lumière qui brillait à travers les ténèbres. Je ne me rendais pas compte que le temps s'écoulait entre mes doigts comme du sable fin, alors que j'essayais de garder les choses normales. Pourquoi la police n'est-elle pas encore arrivée? Cette question tournait sans cesse dans mon esprit. Le sentiment d'urgence devenait de plus en plus fort. Le poids de la situation était presque tangible, et la pièce semblait se refermer sur nous. Émilie riait chaque fois que j'arrivais à la faire rire, mais je me sentais coupable à chaque fois, comme si je lui mentais sur ce qui se passait vraiment. Cependant, mon inquiétude pour David grandissait en même temps. Il était là, et même s'il avait l'air détendu, sa posture montrait qu'il était impatient. Ses yeux scrutaient la pièce comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Il s'était levé plusieurs fois. Que pensait-il? Même si je ne savais pas ce qui clochait, j'avais le pressentiment que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la manière de la garder en sécurité chaque fois qu'il bougeait, mais je n'étais pas sûr de la façon de le faire sans l'inquiéter. David ne devait pas se douter que la tension était palpable, alors j'essayais de maintenir la conversation. Mon véritable souhait, cependant, était que la police arrive. C'était seulement l'idée qu'il pouvait arriver à tout moment qui me gardait calme. Pour sourire, je lâchai un mot. « Émilie, aimes-tu peindre? Quand j'étais petite, j'adorais dessiner. » Elle s'intéressait à ce que j'avais à dire. « Oui, j'adore ça. Il y a un grand chat devant ma maison dans un dessin que j'ai fait une fois. C'est super. Je suis sûr que tu es une merveilleuse artiste. Nous pourrons peindre ensemble quand tu te sentiras mieux. Qu'en penses-tu? » Je lui proposai cela car je savais que j'avais besoin d'un moyen de l'occuper autant que possible. « Vraiment? C'est cool, » s'exclama Émilie, son visage s'illuminant d'excitation. « J'aimerais peindre des fleurs et un soleil heureux. Quelle excellente idée. Nous pourrons même faire un arc-en-ciel. » Même si je savais que David était là, une ombre de danger dans l'atmosphère, je répondis avec une légèreté dans l'air. Il était difficile pour moi de me rappeler que la police n'était toujours pas arrivée alors que la musique montait en volume et remplissait la pièce. Je pensais à Émilie et à ses espoirs et rêves, et le temps semblait s'arrêter. Mais au fond de mon esprit, j'entendais sans cesse, « Et si l'aide n'arrivait pas à temps ?» C'est alors que je savais que nous devions faire quelque chose. La musique et les propres pensées d'Émilie détournaient son attention, mais je savais que je devais agir pour la garder en sécurité. Chaque seconde comptait, et je ne pouvais pas laisser quoi que ce soit mettre en danger sa sécurité. Je m'approchai de la porte et regardai à l'intérieur. Il n'y avait pas d'agent de police dans le couloir, et c'était vide. Que se passait-il? Qu'est-ce qui prenait tant de temps? Un frisson parcourut mon corps alors que je regardais à nouveau Émilie. Elle tenait un compte de ses dessins pendant que ses yeux brillaient à l'idée d'un avenir radieux. Je me disais, tu peux le faire, Claire. C'est ce que tu dois faire. Cela me répétait que j'étais responsable de la vie de cette fille. Même si je devais être forte pour elle, je devais aussi être intelligente. Si David n'était pas celui qu'il prétendait être, je ne pouvais pas lui laisser comprendre qu'il allait être interrogé. Je retournai au chevet d'Émilie et me penchai vers elle. « Salut Émilie. Ça va? Tu n'as pas faim? » Juste pour voir comment elle allait, je demandai. « Ça va, je suis juste un peu fatiguée, » sourit-elle timidement. Mais je suis excitée à l'idée de peindre. Quand j'entendis cela, je ressentis un besoin ardent de les protéger. Je me dis, pas tant que je suis là. Il ne restait pas beaucoup de temps, mais la petite combattante devant moi me donnait envie de continuer à me battre. Je ne pouvais pas supporter l'attente, mais je ne combattais pas cette bataille seule. Je ferais tout pour la garder en sécurité jusqu'à l'arrivée de l'aide tant que j'étais avec elle. Après quelques minutes, la porte s'ouvrit doucement, et quand je vis Lucie entrer, je me sentis instantanément mieux. Elle portait un chapeau tiré sur les yeux et une veste ouverte pour avoir l'air d'une patiente. Elle semblait déterminée à ne pas éveiller les soupçons. En la regardant passer directement devant le bureau, ignorant David qui vérifiait encore sa montre avec impatience, je pris une profonde inspiration. Je ressentais un mélange de peur et d'espoir. Il était clair que la tension était palpable lorsque Lucie arriva près de moi. J'avais convenu de faire des dessins avec Émilie, donc elle jeta rapidement un coup d'œil à celle-ci.
Puis elle se tourna vers moi et me lança un regard ferme qui disait quelque chose de très important. Quelque chose n'allait pas. Lucie murmura, « Claire, nous devons parler. » Elle se pencha plus près. « Pas ici. Allons dans la salle de pause. » Mon cœur battait la chamade alors que je hocha la tête. J'essayais de cacher à quel point j'étais nerveuse à l'intérieur, mais mon visage trahissait mon anxiété. Lucie était une bonne amie et aussi une policière intelligente qui savait comment gérer des situations difficiles. Il se passait quelque chose de très important si elle était ici. En marchant vers la salle de pause, mon estomac se serrait un peu plus à chaque pas. La porte se ferma derrière nous, et quand je me tournai vers Lucie, elle cessa rapidement d'avoir l'air si calme. Elle enleva son chapeau, et ses cheveux bruns tombèrent sur ses épaules. Je demandai à Lucie, « Que se passe-t-il » d'une voix presque chuchotée. Elle commença, son visage sérieux et inquiet. « L'homme qui a amené Émilie est recherché. Il participe à la vente d'enfants. Plusieurs personnes nous ont parlé de lui, mais nous n'avons pas encore réussi à l'arrêter. » Mon cœur s'emballa. Ce qu'elle disait était un coup direct. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais entendre les mots de Lucie rendait tout cela bien plus réel et effrayant. Mais comment est-ce possible? Ma voix tremblait, et des inquiétudes roulaient dans mon esprit comme une tempête. Il semblait si normal et si préoccupé pour elle. Claire, le mot normal est difficile à comprendre. Il peut ne pas sembler dangereux, mais des gens comme lui sont très doués pour tromper les autres, dit Lucie d'une voix ferme. Ce qui compte maintenant, c'est que toi et Émilie êtes en danger. Un frisson me parcourut. Je savais enfin la vérité, et l'idée de laisser Émilie exposée à un danger était insupportable. Je me sentis coupable un instant, mais Lucie interrompit rapidement mon train de pensée. Écoute, m'appeler était la bonne chose à faire. Nous ne devons pas être imprudents. Nous devons attendre de l'aide, et jusqu'à ce moment-là, dit Lucie, garde Émilie en sécurité. Sa détermination était évidente dans ses mots. Que dois-je faire? Que dois-je dire? Je ne peux pas lui faire comprendre ce qui se passe. Elle est si jeune et si douce. Je répondis, je ne veux pas qu'elle ait peur. Ma douleur grandissait. Lucie me regarda avec des yeux un peu moins durs. Prends soin d'elle. Reste comme ça. Ce que tu fais déjà est bien. Garde-la occupée et distraite. Je te ferai savoir dès que nous aurons un plan. Cela me rassura, mais cela rendait aussi le poids de mon devoir encore plus lourd. Comment pourrais-je m'assurer qu'une si petite fille soit en sécurité alors que l'homme qui l'avait amenée était un prédateur? Fais attention. Il n'a aucune raison de penser que quelque chose ne va pas. Souviens-toi que les apparences peuvent être trompeuses, dit-elle, sont en devenant plus sérieux. Je comprends. Je ne veux pas qu'il sache que j'ai des doutes à son sujet. Je jurai, sentant une vague de détermination monter en moi, je vais continuer à faire ce que j'ai fait. Je ne voulais pas qu'Émilie traverse cette horreur seule. Pas maintenant. Lucie s'approcha de la porte, mais je lui attrapai le bras et l'arrêtai. Attends, Lucie. Et s'il faisait quelque chose? Et si la police mettait trop de temps? Demandai-je, ma voix pleine d'inquiétude. Nous serons là tout de suite. Claire, ne t'inquiète pas. Pour Émilie, sois forte. Lucie me dit, souviens-toi qu'en ce moment, tu es la seule qui peut l'aider. Son ton positif me fit me sentir un peu mieux. Lucie jeta un dernier regard sur moi avant de quitter la pièce, me laissant seul face à cette grande nouvelle. Je savais que je devais retourner auprès d'Émilie, mais l'idée d'être près de David me faisait peur. J'avais envie de crier si fort que je ne pouvais rester silencieuse. Je pris une grande respiration et tentai de me rappeler ce que Lucie avait dit. Tu es forte. En retournant dans la chambre, le doux et plein d'espoir sourire d'Émilie m'attendait. C'était ce que je devais protéger. Salut, Émilie. J'essayais de garder ma voix joyeuse en lui demandant, « Que faisais-tu » ? Je dessine le soleil. Elle leva le dessin avec ses deux mains et dit, « Regarde comme il brille. » Ses yeux brillaient. « Comme c'est joli. » Je lui dis, « Tu es une vraie artiste » et essayai d'absorber son bonheur. Quand j'entendis à quel point elle était excitée, les inquiétudes autour de moi s'estompaient, même si ce n'était que pour un court instant. Mais pendant que nous parlions, je gardais un œil sur la porte et restais sur mes gardes. Je ne pouvais pas laisser David ou qui que ce soit d'autre blesser l'innocence de cette fille, peu importe ce qui se passerait ensuite. La bataille ne faisait que commencer, et Émilie avait besoin d'un combattant comme moi. C'était presque trop stressant dans la pièce, et le bonheur que nous essayions de répandre s'estompa rapidement. Bien qu'Émilie soit occupée à dessiner, j'étais sûr que le temps était compté. La porte s'ouvrit brusquement, et David entra avant que je ne puisse réagir. Il me regarda, moi et la fille,
avec colère. C'est à ce moment qu'Émilie se sentit effrayée. Ses yeux, qui étaient d'habitude brillants, étaient désormais écarquillés et pleins de peur. Je ne pouvais pas me décider. La seule chose que je savais avec certitude, c'est que je ne pouvais pas la laisser avec cet homme. Je pris rapidement Émilie dans mes bras, poussé par le besoin de la protéger. Je criai, « Émilie, allons-y », et ma voix résonna dans le couloir. Elle enroula ses bras autour de mon cou, et alors que je courais, ses respirations rapides se mêlaient aux miennes. L'adrénaline me poussait en avant, et les couloirs de l'hôpital semblaient interminables. David resta immobile un moment avant de commencer à nous suivre. C'était la seule fois où je regardais en arrière. J'avais l'impression qu'une ombre de panique s'abattait sur moi. Il ne peut pas nous rattraper. En courant, le son de mon cœur battant dans mes oreilles résonnait dans mon esprit. Je ne laisserai pas cela arriver. Même si c'était comme une jungle, je connaissais l'hôpital sur le bout des doigts. Je devais trouver une issue. En tant que policière, Lucie était très déterminée, elle nous rejoignit rapidement et cria à la sécurité en cours de route. Ces mots me donnèrent de l'espoir, mais me firent aussi réaliser à quel point il était important d'agir immédiatement. « Claire, nous devons aller à la sortie », cria-t-elle en courant après nous. Savoir que David se rapprochait me poussait encore plus. La voir me donnait un peu de confiance. Émilie tremblait dans mes bras, et je pouvais sentir son petit corps faible contre le mien. Il était difficile d'entendre sa voix douce à travers le bruit, mais je l'entendis. « J'ai peur, tante Claire. » Ce qu'elle disait me poignarda comme un couteau. Pour nous deux, je devais être forte. Il était impossible que sa peur soit vaine. J'essayais de lui montrer que j'étais calme en regardant dans ses yeux, mais je ne l'étais pas. « Eh, ma chérie, je suis là. Nous allons bien. » Je demandai d'une voix douce mais ferme, « Est-ce que tu me fais confiance ?» Elle dit oui, mais elle avait toujours l'air effrayée. Sa détermination suscita en moi une nouvelle motivation. Les pas de Lucie nous suivaient, nous protégeant et nous indiquant quoi faire. À quelques pas se trouvait la zone d'accueil, et les lumières vives m'y guidaient comme un phare. Même si je me sentais pleine d'espoir, l'idée que David se rapprochait était comme un fantôme qui ne voulait pas disparaître. Lucie cria encore, « Dépêche-toi, Claire », et je la vis sortir sa radio pour appeler à l'aide. Je ne pouvais pas entendre ce qui se disait à cause du bruit, mais je savais que les policiers arrivaient. David devait rester éloigné de nous jusqu'à ce qu'ils arrivent. Quand nous atteignîmes l'entrée de l'hôpital, les portes automatiques s'ouvrirent pour laisser entrer l'air frais de la nuit. Encore quelques pas et quelques secondes, et ce serait bon. Même si le monde extérieur semblait être un endroit sûr, le sentiment d'être poursuivi était insupportable. À ce moment-là, j'entendis des pas rapides derrière nous. Même si je ne regardais pas en arrière, je savais que David arrivait. Je me mis à accélérer par instinct, et mon corps bougeait frénétiquement, poussé par la peur et la panique. « Claire !» cria Lucie, et d'un mouvement rapide, elle se plaça entre nous et David, ses mains fermes et déterminées. « Tu ne leur feras pas de mal ?» cria-t-elle d'une voix forte qui traversa l'air. Juste un instant, David hésita, son regard était très en colère, et je ressentis un frisson parce que je savais qu'il ne comptait pas abandonner facilement. « Cette personne n'est pas ce que vous pensez, agent », grogna David en regardant autour de lui, essayant de trouver un moyen de s'échapper. À ce moment-là, l'adrénaline monta en flèche et le stress augmenta. Je devais élaborer un plan. David pourrait faire quelque chose de désespéré si Lucie ne pouvait pas le retenir. Que devais-je faire? Je n'avais qu'une seule chance. « Émilie, accroche-toi bien, d'accord ?» demandai-je en plaçant rapidement Émilie dans un endroit sur derrière Lucie. « Ne bouge pas. Reste ici. » La fille me fit un signe de tête. Ses yeux écarquillés étaient toujours remplis de peur, mais elle me faisait confiance. Cela me rendait forte. Je décidai de ne pas rester là sans rien faire. Je m'avançai et me rapprochai de David. « Ne lui fais pas de mal. » Parlais-je d'une voix ferme, et même si je tremblais à l'intérieur, ma posture défiante ne laissait pas paraître ma peur. L'expression sur son visage montrait qu'il était à la fois en colère et confus. Ce petit doute pouvait être tout ce dont nous avions besoin. J'essayais d'utiliser la logique en disant « Retourne d'où tu viens, et je te laisserai partir ». David agissait sans réfléchir. Il ne voulait pas faire d'histoire. Mais les choses commençaient à devenir réelles, et je savais qu'il ne cherchait pas seulement à nous faire peur. Nous étions le gibier, et il était le chasseur. Alors que Lucie se préparait à agir, je ressentis une nouvelle vague d'espoir. C'est à ce moment que je vis la sirène de police s'approchant, avec la lumière bleue au loin. Les gens commencèrent à se sentir mieux,
mais il restait encore beaucoup à faire. David devait être maîtrisé jusqu'à leur arrivée. Je criai à Lucie, « Il ne peut pas s'en tirer. Il ne peut pas s'en tirer. » Nous étions en alerte maximale alors que les policiers se rapprochaient, et le temps semblait s'arrêter. Bien que le combat ne soit pas terminé, nous étions sûrs d'une chose, nous ne renoncerions pas. Émilie méritait une fin heureuse parce qu'elle était courageuse et honnête. J'étais prête à me battre pour cela, quoi qu'il arrive. Il semblait que l'hôpital essayait de nous empêcher d'affronter la vérité en rendant le couloir sombre et vide. Le bruit des pas de David, ou plutôt de Mark Benson, se rapprochait, et mon cœur battait comme un message. Émilie se pressait contre moi, et sa façon de respirer me faisait sentir que je ne pouvais pas échouer. Je murmurai à Lucie, qui se tenait à mes côtés, « Nous devons trouver un endroit sûr. » Son visage dur montrait à quel point elle était déterminée. Notre chemin hors de la pièce était bloqué par l'ombre de Mark au bout du couloir avant que nous puissions bouger. Bien que je savais que je faisais face au chef d'un réseau de trafic, il n'était à ce moment qu'un homme avec un regard mauvais dans les yeux. Il avait les yeux fixés sur nous et un sourire tordu qui montrait qu'il était sûr de lui. Il dit, « Regardez qui nous avons ici. » Sa voix était douce, mais elle contenait une menace. Il y a une infirmière et une policière qui sont toutes deux de fortes femmes. Que pensez-vous pouvoir faire pour me blesser, pourtant? Je pouvais sentir l'excitation parcourir mon corps. Le désir de protéger que j'avais construit au fil des années de travail n'était pas seulement une réponse, c'était une partie de moi. Émilie tremblait, et je devais être forte même si j'étais blessé à l'intérieur. « Tu ne feras pas de mal à cette fille, dis-je, mais je n'étais pas sûr de ce que je disais. C'était plus un acte de bravoure qu'une certitude. Il était important pour moi de garder une façade forte, non seulement pour Mark, mais aussi pour Émilie, dont les grands yeux cherchaient une réponse. Oui, je l'ai fait, et je peux le refaire. Infirmière, vous n'avez aucune idée de qui je suis, dit-il en avançant. Le jeu est terminé. Lucie se déplaça lentement pour se mettre entre nous et Mark, mais il ne semblait pas effrayé. Il avait même l'air de s'amuser, comme un chat jouant avec une souris avant de porter le coup final. Que voulait-il de nous? Alors que Lucie essayait de se montrer autoritaire, elle cria, « Mark, tu es entouré. Les flics arrivent, et cette fois, tu ne t'en tireras pas. » Il rit sèchement et dit, « Oh, tu penses que tu peux me menacer? Je ne suis pas juste une proie. Je peux me connecter et obtenir du pouvoir. Tu ne peux pas juste m'appeler voleur. » Je regardai rapidement Lucie en essayant de penser à un plan, une échappatoire, ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait nous aider à sortir de ce pétrin. La peur grandissait en moi comme une vibration. Mark était devant nous et avait l'avantage. C'était Émilie, murmurai-je, essayant de détourner son esprit de sa peur. « Hé, chérie, regarde-moi. D'accord? Nous sommes tous ensemble dans ça. » Je lui dis que j'étais sûr de moi, et elle hocha lentement la tête. Cela me rendait un peu plus courageuse. J'avais vraiment besoin d'un plan. « Mark, pourrais-tu s'il te plaît reculer et laisser cette fille tranquille? » Je réessayai, cette fois en essayant de le faire sentir en contrôle pendant qu'il cherchait une issue. Ça n'a rien à voir avec elle. Mark me regarda avec un sourire moqueur sur le visage. « Es-tu sûr de pouvoir me convaincre? » Il fit un geste de la main, comme s'il chassait une mouche. « Cette fille m'appartient. Tu ne comprends pas que sa vie n'a aucune valeur sans ce que je peux lui offrir. » J'étais furieuse, mais je devais garder les pieds sur terre. Je devais me décider. C'est ce que nous devions découvrir, s'il avait une faiblesse que nous pourrions utiliser contre lui. « Et qu'est-ce que tu offres exactement, Mark? » Je le poussai, même si je me sentais plus vulnérable. Il sourit à nouveau, mais cette fois il y avait quelque chose de plus sombre à ce sujet. « J'offre la liberté, répondit-il, mais cette fois sa voix était un murmure mauvais. Cela signifie la liberté de la douleur et de la souffrance. Ce que tu ne peux pas donner, moi je peux. » Émilie, qui était toujours dans mes bras, fit un mouvement que je ne voulais pas qu'elle fasse, comme si elle voulait se rapprocher de moi. Je pouvais sentir sa peur grandir, ce qui me donnait envie de me battre. Je ne pouvais pas la laisser être prise pour que Mark en tire profit. Tu peux croire que tu es en charge, mais tu n'as jamais été devant quelqu'un qui est poussé à protéger ce qu'il aime. Cette fille ne te donnera rien, lui dis-je. C'est alors que je sus que je devais faire quelque chose. Je donnai à Lucie un signe avec un mouvement rapide. Nous devions détourner son attention de nous. Alors que Mark s'apprêtait à répondre, je me rapprochai de lui et profitai du moment pour tirer Émilie sur le côté et dire rapidement à Lucie de se préparer. Je criai, « Tu ne l'emporteras pas », et poussai Émilie derrière moi.
Tout semblait ralentir un instant alors que mon cœur battait la chamade. Marc marqua une pause, ce qui me donna la chance dont j'avais besoin. Je n'étais pas sûr de combien de temps je pourrais le tenir à distance, mais la sécurité d'Émilie était ce qui me motivait. Lucie et moi nous regardâmes et savions tout de suite que nous devions être courageuses et planifier notre prochaine action. Il était juste devant nous, et tout ce qui nous séparait de ce qu'il voulait, c'était nous. Pour cette raison, je pris une profonde inspiration, me préparai à me battre et ressentis une détermination. Il n'y aurait pas d'échappatoire. Pas maintenant. Les couloirs étaient remplis du bruit des sirènes, et pendant un moment, je me sentis calme. On aurait dit qu'un poids invisible se levait, mais les choses étaient encore très mauvaises. Marc était là, et il devenait de plus en plus nerveux. Son visage se transformait en un masque de colère et de désespoir. Quand il me regardait, ses yeux étaient pleins de menaces, mais je ne pouvais pas reculer. Il cria « Tu ne peux pas faire ça », et commença à faire les 100 pas avec nervosité. Ses yeux passèrent au-delà de moi et se dirigèrent vers la porte, comme s'il cherchait un moyen de sortir de cette situation. Mes mots sortirent comme un cri « Reste loin d'elle ». Ce n'était pas juste un cri de panique, c'était un cri de détermination. Émilie était cachée derrière moi, et je ne laisserais rien l'atteindre. Après un court silence, les policiers se précipitèrent dans le couloir, comme s'ils entendaient ma supplication silencieuse. Lucie était à la tête du groupe, et elle était une lumière brillante dans l'obscurité. Je pouvais sentir que le stress dans l'air était sur le point de disparaître. Un des policiers, un grand homme à la voix forte, cria « Mark Benson. Tout le monde est autour de toi. Rends-toi immédiatement. » Marc ne savait pas quoi faire. Il regarda les policiers avec un visage qui montrait un mélange de colère et de frustration. Je pouvais voir à quel point c'était difficile pour lui. Il y avait des gens qu'il connaissait, mais tout autour de lui semblait s'effondrer à ce moment précis. Il cria « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire », mais sa voix sonnait de moins en moins sérieusement. À mesure que la police se rapprochait, il réalisait qu'il n'avait nulle part où se cacher. « Marc, tu devrais te rendre. Il n'y a pas de temps pour jouer, » dit Lucie en faisant quelques pas en avant. Elle parlait avec autorité, mais il y avait une certaine gentillesse dans sa voix. Elle savait ce qui était en jeu. C'était comme si la pièce retenait son souffle alors que Marc se retournait pour s'enfuir. Ils l'attrapèrent par les bras et le maintinrent immobile avant qu'il puisse faire 2 pas. Alors qu'ils lui mettaient des menottes, je vis de la colère et de l'échec dans ses yeux. Il y avait moins de peur dans mon cœur qu'auparavant. Émilie avança enfin et fit un pas. Elle était restée derrière moi. Ses yeux, qui auparavant étaient terrifiants, étaient maintenant remplis d'un mélange de soulagement et de choc. Quand je me mis à sa hauteur et plongeai mon regard dans ses yeux, je ressentis une vague de connexion. Je dis à Émilie d'une voix douce, « Tu es en sécurité maintenant » pour lui apporter du réconfort. « Tout ira bien. » Elle hocha lentement la tête, et des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Sur son visage, je pouvais voir qu'elle était heureuse, et je savais qu'elle réalisait enfin que la tempête était terminée. Marc fut conduit hors de la pièce par les policiers, et je le suivis des yeux alors qu'il l'emmenait à la réception. J'avais l'impression que la réalité se déroulait juste devant mes yeux. Je savais que la bataille n'était pas terminée, il restait encore beaucoup à faire, mais c'était un grand pas en avant. Lucie s'approcha de moi et me regarda dans les yeux. Nous savions toutes les deux ce que l'autre ressentait. Nous avions toutes deux traversé quelque chose de terrifiant et avions réussi à surmonter cela. Ce qu'elle dit me fit admirer encore plus. « Tu étais incroyable, Claire. Tu as agi avec courage et bonté. » Je répondis, je voulais juste la protéger, et la sensation revint en moi. Les événements commençaient à peser sur mes épaules, et je commençais à comprendre à quel point ce que nous venions de vivre était réel. Marc avait l'air d'avoir gagné lorsque la porte se ferma derrière lui. La peur avait disparu, et maintenant il y avait un sentiment de succès. Émilie était maintenant dans les bras d'une assistante sociale venue l'aider. Je la regardais. Il y avait encore beaucoup de doutes dans ses yeux, mais il y avait aussi de l'espoir. « Je suis là, et tu es en sécurité maintenant » dit doucement l'assistante sociale à Émilie en l'enlaçant. Une partie de la douleur de la fille semblait disparaître lorsqu'elle ressentit la gentillesse. Je regardais les policiers discuter entre eux et l'un d'eux prendre des notes sur ce qui se passait. Je voulais partir et laisser tout cela derrière moi, mais je savais aussi que ce moment était très important. Je devais m'assurer qu'Émilie recevait l'aide dont elle avait besoin. Lucie revint vers moi et dit, « Je resterai avec elle jusqu'à ce que tout soit clair. Nous devons la garder en sécurité et protégée. » « Merci beaucoup, Lucie, dis-je d'une voix basse.
Avoir une amie comme elle à mes côtés faisait toute la différence. Alors que le stress s'estompait et que les choses redevenaient lentement normales, je regardais Émilie une dernière fois, et nos yeux se croisèrent à nouveau. Je voulais juste qu'elle sache qu'elle n'était pas seule à ce moment-là. Le chemin à venir serait long, mais la lumière commençait enfin à percer. Ainsi, alors que je voyais cette journée difficile se terminer, une nouvelle résolution commença à grandir en moi. Même si je ne savais pas tout, je savais que le combat pour la sécurité et l'espoir d'Émilie venait juste de commencer. Quelque chose a changé en moi après ce jour-là. Il y avait encore beaucoup d'énergie dans mon corps, mais alors que le monde autour de moi continuait, je me suis retrouvé à réfléchir profondément. Non seulement ce que j'ai vécu m'a rendu plus courageuse, mais cela a également changé ma vie. Être enseignante était ma vocation, mais maintenant cela semblait encore plus grand et plus important. Je commençais à penser à quelque chose de nouveau en regardant les murs de l'hôpital, qui n'avaient été que des murs froids et blancs auparavant. Un hôpital. J'étais enfin capable de réaliser mon rêve de longue date d'ouvrir une clinique. C'était un besoin et un désir fort. Je voulais créer un endroit où des enfants comme Émilie pourraient aller mieux, où ils pourraient se sentir en sécurité, et où les murmures de peur se transformeraient en rire et en histoires de succès. Cette nuit-là, quand je rentrais chez moi, mon esprit était en ébullition avec des idées et des projets. Ce qui avait commencé comme un plan rudimentaire pour un projet était maintenant un objectif. Je pouvais imaginer chaque partie de la clinique, une salle d'attente lumineuse, des murs couverts de dessins d'enfants, et des choses qui feraient que les gens se sentent mieux et heureux. Mais plus que cela, je voulais que ce soit un endroit où ils pourraient se sentir en sécurité et accueillis, un refuge au milieu de tout ce chaos. En pensant à Émilie, je voyais combien ses yeux étaient effrayés et combien ils étaient devenus pleins d'espoir lorsque les policiers étaient arrivés. Tout cela en valait la peine si je pouvais aider juste un enfant à trouver ce genre d'espoir. Non seulement pour ceux qui avaient besoin de soins médicaux, mais aussi pour tout enfant ayant traversé une période difficile, je voulais que le centre soit une lumière. Je me suis lancé dans l'étude et la planification au cours des jours suivants. J'ai commencé à élaborer des plans pour un projet tout en apprenant comment ouvrir un cabinet pédiatrique et ce dont j'aurais besoin. Cela me paraissait être une tâche énorme, mais la pensée de donner à ces enfants un endroit sûr où être me rendait déterminé. Je ressentais une nouvelle force monter en moi chaque fois que je m'asseyais pour travailler. Il semblait que chaque page tournée ouvrait une nouvelle option, une nouvelle façon de transformer la peur en espoir. Lucie et moi avons parlé de mon idée. Elle était ravie et offrit son aide. En groupe, nous avons discuté de l'idée de collaborer avec des associations qui luttent contre la traite des enfants pour fournir des outils et un soutien aux familles à risque. L'envie d'utiliser notre douleur pour agir nous a réunis pour une cause plus grande, ce qui m'a donné du courage. Quand je pensais à moi, je me souvenais des mots d'Émilie, « Il va me faire du mal encore ». Ce murmure résonnait encore dans ma tête. La pensée que de nombreux enfants ont des peurs qui vont au-delà du physique me revenait sans cesse. Ils ont besoin de plus que de simples soins médicaux. Ils ont besoin d'être en sécurité, aimés et d'avoir un endroit pour guérir. Il était important pour moi que les mots de ces enfants soient entendus et que chaque enfant puisse raconter son histoire et se sentir vu et entendu dans ma clinique. Chaque pas que je faisais vers la réalisation de ce rêve me donnait un sentiment de sécurité. Ouvrir la clinique n'était pas seulement un objectif professionnel, c'était une promesse à tous les enfants qui, comme Émilie, menaient des combats silencieux. J'étais déterminé à faire une réelle différence avec mes compétences et mon expérience. Mon rêve a commencé à prendre forme au fil des mois. Je recherchais des partenaires, élaborais des plans d'affaires, et avec l'aide de Lucie et d'autres personnes qui croyaient en mon rêve, les premiers pas furent faits. Chaque petit progrès me faisait sentir que j'allais dans la bonne direction. Alors que je m'asseyais devant mon ordinateur et tapais chaque nouvelle pensée, je ressentais une émotion indescriptible grandir en moi. Lorsque le grand jour arriva enfin, tout le monde était excité. J'étais tellement fier de ce que j'avais accompli lorsque la clinique était enfin prête. Un sentiment de satisfaction m'envahit alors que j'ouvrais les portes. De nombreux rires résonnaient dans les couloirs pendant que les enfants couraient et jouaient, et les parents discutaient tout en profitant de l'atmosphère paisible. Je pensais à Émilie et à la promesse que je lui avais faite et à celle que je m'étais faite. La clinique était plus qu'un simple bâtiment, elle représentait la santé, l'espoir et un avenir meilleur. Je savais que j'avais encore un long chemin à parcourir, mais j'étais prête à relever tous les défis. Alors que je regardais les enfants jouer et aller mieux, un sourire se dessina sur mon visage. En me tournant vers la prochaine étape de ce voyage, j'avais l'impression de vivre enfin mon but.
Je n'étais pas seulement une infirmière, j'étais la voix d'un enfant, une gardienne, et j'étais déterminée à changer la vie de tous les enfants qui venaient ou appelaient mon centre.